Dimanche 9 février 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. À Dabakala, plus de 670 millions de francs CFA ont été mobilisés pour le développement de 11 villages impactés par l'exploitation aurifère. Éducation, santé, autonomisation des jeunes et des femmes, mais aussi cohésion sociale sont les priorités du comité local. Un engagement qui se renforce en 2025 avec plus d'1 milliard de francs CFA annoncés. Dans le village de Diabokro, région du sud de Comoé, des femmes se démarquent par leur savoir-faire dans la transformation du manioc et des graines de palme, une activité qui leur assure indépendance financière et participation au développement socio-économique. À Tchéké, dérivés du manioc, savon, elles exploitent chaque ressource pour valoriser leur production. Et puis, au Mali, un convoi civil escorté par des militaires et des mercenaires russes du groupe Wagner a été pris pour cible entre Gao et Assongo. L'attaque survenue vendredi a fait au moins 32 morts selon un bilan provisoire. Les assaillants lourdement armés ont ouvert le feu sur le convoi, détruisant plusieurs camions. Une nouvelle flambée de violence qui alimente l'insécurité persistante dans la région. C'est un souffle nouveau pour 11 villages du département de Dabakala. 670 millions de francs CFA ont été mobilisés en seulement 6 mois pour impacter positivement ces localités touchées directement ou indirectement par l'exploitation aurifère. Le comité de développement local minier vient de tenir sa première réunion et a défini ses priorités. Ce sont l'éducation, la santé, l'autonomisation et la cohésion sociale. Et ce n'est qu'un début. En 2025, plus d'1 milliard de francs CFA seront injectés pour accélérer ce développement. 5 villages impactés directement et 6 autres indirectement par la mine d'or de la Figuée dans le département de Dabakala. Le code minier prévoit 0,5% des revenus de la mine pour le développement des villages impactés. Ces fonds sont gérés par un comité de développement local minier, CDLM. Le comité de développement local a pour rôle de coordonner les investissements qui peuvent être programmés, des ristournes que la mine met à disposition des communautés. Ce fonds est mis en place pour réaliser des projets structurants pour les populations impactées. Ceci pour faire en sorte que les populations ivoiriennes qui supportent les activités minières puissent profiter au mieux. Pour 2025, ce sont plus de 670 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition du comité. Résultat des 6 mois d'activité d'exercice en 2024. La première réunion du CDLM a réuni le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des villages, les présidents des jeunes et des femmes des villages impactés. L'adoption des statuts et règlements intérieurs, la présentation des attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité ont meublé la rencontre. Inviter les communautés à s'engager aux côtés de la mine pour que les activités puissent se passer dans la paix, dans la cohésion et dans l'entente. Les populations riveraines attendent beaucoup du comité de développement local minier. Ce comité est venu vraiment pour nous aider, nous les mutuelles, à faire évoluer vraiment nos villages. J'invite mes parents vraiment à y croire. On ne croyait pas, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment une réalité. Les 670 millions de francs CFA serviront au développement d'infrastructures et d'équipements de base, de l'économie locale, du capital humain et la promotion de l'emploi. Pour 2025, le comité va bénéficier de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un reportage signé Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. La noix de cajou est une véritable manne pour notre économie, plaçant la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial. Mais derrière cette performance, des défis majeurs persistent. Fixation des prix, régulation, transformation locale, lutte contre la fuite des noix vers les pays voisins. Alors que la campagne 2025 se prépare, quelles sont les mesures prises pour assurer une commercialisation équitable et améliorer les conditions de vie des producteurs? Pour en parler, je recevrai dans le magazine du dimanche M. Bay Soro, PCA de l'Organisation interprofessionnelle agricole de l'Anacard. Bonjour M. Soro. Bonjour M. Bienvenue sur notre plateau. Merci M. Alors, la campagne s'ouvre, hein, et vous, comment vous l'appréhendez en tant que président du conseil d'administration? D'accord, je voudrais déjà vous dire merci pour cette occasion que nous donnez de parler un peu de notre filière depuis l'entame de la campagne qui a démarré depuis, on va dire, les 17 et 18 lors des journées nationales dédiées aux producteurs du coton et de l'anacarde.
Donc la campagne s'annonce très bien avec tous les outils qui ont été mis en place. Nous sommes conscients et confiants que ça va bien se dérouler. D'accord, on va se retrouver en fin de journal pour en parler, pendant donc un entretien de 15 minutes à ne pas manquer du tout. Mais avant cela, cap sur Béthié, dans les deniers du Hablin, où des tensions ont secoué la localité il y a quelques jours. 2 semaines après les violences qui ont conduit à l'incendie de la gendarmerie sur place, le gouvernement agit pour apaiser les tensions. 2 ministres se sont rendus sur place pour rencontrer les populations et porter un message fort du président Alassane Ouattara, celui de la cohésion sociale et du respect des institutions, surtout à l'approche de la présidentielle d'octobre. On voit cela avec Herman Yamia, notre correspondant sur place. Les ministres Léon Kakou-Adom Ouadia et Siandou Fofana sur la ruine de la brigade de gendarmerie de Béthié. Plus de 2 semaines après les incidents malheureux qui ont opposé les forces de l'ordre et la population, qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie, ces 2 membres du gouvernement, par ailleurs fils de la région, sont venus échanger avec la population afin de ramener définitivement la paix et renforcer la cohésion sociale en cette période préélectorale. Nous sommes venus voir nos parents pour les soutenir, mais aussi passer un message à l'ensemble de la jeunesse à l'effet de respecter les institutions de la République, et tout ce qui constitue les choses de la République doit faire l'objet de respect. Et pour cela, nous avons insisté auprès de nos parents afin que de tels cas ne se reproduisent plus. Les populations ont salué cette démarche du gouvernement et se sont engagées à plus de responsabilités dans le respect des symboles de l'État. Le président du conseil régional de l'Indénie du Hablin, tout en fustigeant le comportement des jeunes, a rassuré les émissaires du gouvernement que Béthié reste attaché aux idéaux de paix. La gendarmerie, c'est un symbole de l'État. Et nous regrettons cet acte qui a été commis par la jeunesse de Béthié. Nous avons une région paisible et nous souhaitons que tout se passe dans la paix, dans la cohésion, surtout que nous sommes dans une année sensible, une année électorale. 103 personnes ont été interpellées après ces incidents malheureux. Presque toutes ont été relâchées, sauf 5 qui sont encore en détention. Les populations ont demandé la clémence du président de la République Alassane Ouattara afin qu'elles soient libérées. À la date d'aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. C'est une preuve, c'est la preuve de la grande magnanimité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est évident que tout cela sera revu à l'aune de leur comportement aussi, parce que l'acte qui a été posé par la gendarmerie, par le gouvernement, est un acte pédagogique. Au cours de cette visite, la délégation ministérielle s'est également rendue dans les nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie. À cette occasion, les cadres ont offert du mobilier de bureau et des outils informatiques à la brigade. Dans un contexte de plus en plus sensible en Côte d'Ivoire, la cohésion sociale reste donc un enjeu primordial. Une nouvelle organisation, Demo Plus, a vu le jour en décembre 2024. Apolitique et engagée, elle a récemment tenu son assemblée générale constitutive à l'occasion de laquelle ses membres ont réaffirmé leur mission qui est de promouvoir des valeurs sociales et politiques fortes dans le seul objectif de préserver la paix sociale. Le jeu démocratique, ses contradictions et ses enjeux. Demo Plus et fierté citoyenne, un des derniers des mouvements diapolitiques en faveur de la promotion de la gouvernance démocratique, veut y prendre part. Portée sur les fonds baptismaux en décembre 2024, cette Assemblée générale constitutive pose déjà les jalons des actions futures. Quand nous sortons d'ici, nos premières actions, c'est justement des rendez-vous, c'est des audiences que nous allons demander pour rencontrer justement tous ces acteurs de l'espace public, pour nous présenter à eux. Nous espérons qu'ils nous ouvriront grandement leurs portes, mais également pour échanger sur notre vision. Et notre vision qui doit être aussi la leur, d'autant plus que nous œuvrons tous pour la nation, pour son développement. Et ça va être l'occasion pour nous d'avoir des échanges forts avec eux. En tout état de cause, nous sommes clairement engagés dans la promotion de la démocratie et du règlement des contradictions par des voies démocratiques et citoyennes. Et pour mieux porter le message d'inclusion autour des valeurs démocratiques, Demo Plus et fierté citoyenne entend incessamment installer des relais à travers l'ensemble des régions du pays.
C'était un reportage de Franck Quadio avec la collaboration technique de Célestin Frodo. Le 4 février dernier, le monde entier s'est mobilisé pour la lutte contre le cancer sous le thème « Unis par l'unique ». En Côte d'Ivoire, San Pedro a pris les devants avec une grande campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Et résultat, plus de 800 femmes ont bénéficié de consultations préventives. Depuis San Pedro, le témoignage de Sam Conan. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les cancers du sein et du col de l'utérus restent une préoccupation. Et pourtant, 40% de ces cancers pourraient être évités grâce à la prévention. Le cancer reste une préoccupation majeure avec 21 352 nouveaux cas et 14 143 décès. Cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre le cancer est « Unis par l'unicité ». Ce thème est traduit en actes à travers une campagne de sensibilisation, de formation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus à San Pedro. En tout cas, cette campagne-là, c'est bienvenu parce que cette maladie-là, ça fatigue les femmes. Ça va nous permettre de vraiment nous suivre régulièrement pour éviter vraiment le pire. Bon, cette fois-ci, on a saisi l'occasion pour venir se faire dépister. Sinon, des fois, on sait, mais on a peur. On a peur. C'est la peur qui fait qu'on ne vient pas. Le cancer vu tôt, diagnostiqué tôt et pris en charge tôt est guéri à 95%. Il s'agit, à travers ces journées, de mettre en lumière les avancées médicales et les défis à relever pour améliorer les prises en charge et le quotidien des personnes touchées par cette maladie. Une réduction de 25% du risque de décès et une diminution significative des évacuations sanitaires. Nous allons poursuivre ces efforts en 2025 avec l'accélération de la construction du second centre d'oncologie médicale et des radiothérapies d'une capacité de 200 lits à Grand Bassam et l'intégration des centres de lutte contre le cancer dans les 10 pôles régionaux d'excellence de la santé. Elles sont au nombre de 800 femmes qui se sont fait dépister gratuitement sur les 7 sites retenus au cours de ces 2 jours de campagne contre les cancers du sein et du col de l'utérus à San Pedro. Tout repose sur la santé. Quand on est en bonne santé, on fait tout. Quand on est en bonne santé, on peut tout. Proximité et efficacité, tels sont les maîtres mots de l'OSEP, l'Observatoire du service public. Pour mieux surveiller la qualité des prestations administratives, l'institution équipe ses cellules focales de 10 motos et forme une trentaine de responsables régionaux. Objectif affiché, une administration plus accessible, plus réactive pour les citoyens. Reportage Julien Gogo dans un commentaire de Franck Quadio. L'Observatoire du service public OSEP, organisme gouvernemental sous tutelle du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, veille au renforcement de la collaboration avec les usagers, mais aussi à l'évaluation et à la qualité des services de l'administration. Ce sont là ses missions. Pour mieux les accomplir, 10 des 34 responsables départementaux des cellules focales de proximité sont dotés de moyens de mobilité par la tutelle. Nous gagnons en célérité pour être davantage plus proche des populations. Et avec le leadership gagnant de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, nous les femmes, nous sommes amenées à aller partout où le devoir nous appelle. Faire de l'OSEP la vitrine de la qualité du service public, une vision du ministère. Le gouvernement a mis à disposition un certain nombre d'engins roulants pour permettre à ces agents-là d'être beaucoup plus proches des communautés et des populations. Il faut que l'Observatoire du service public soit présent pour surveiller et évaluer la qualité de ce service public. Ce geste traduit la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de doter l'OSEP de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. C'est pourquoi Madame le ministre d'État exhorte l'ensemble des agents de l'OSEP et plus largement tous les fonctionnaires et agents de l'État à redoubler d'efforts. Créé par décret le 8 février 2018, l'OSEP met à la disposition des usagers clients un portail du citoyen millier. Le but, veiller à la qualité des prestations de l'administration publique.
C'est une nouvelle accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les habitants du quartier Zoé Bruno à Koumassi, dans le sud d'Abidjan. Les travaux de bitumage tant attendus sont enfin lancés. C'est une initiative de la mairie qui va améliorer le cadre de vie et la mobilité des riverains. Éric Goré nous en parle. Les travaux de bitumage du quartier Zoé Bruno dans la commune de Koumassi débutent pour le grand bonheur des populations. Une action qui épouse clairement la vision du président Alassane Ouattara. Elle s'inscrit dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Le maire de Koumassi, accompagné de son conseil municipal, sont allés redonner de l'espoir aux populations concernées. Elles expriment leur fierté. Avec ce début de bitume en cette année 2025, vraiment c'est une grâce et je suis très heureux. Au nom de mes consoeurs, présidents d'association, je tenais à dire un grand merci au ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo et à travers lui, le maire Balé Narcisse. Le rêve est devenu réalité pour les populations du quartier Zoé Bruno, précisément Soweto. Le maire de la commune rassure. Le ministre-gouverneur, mon prédécesseur, avait déjà initié ces actions au niveau du quartier Zoé Bruno. Donc nous viendrons pour la mise en œuvre opérationnelle de ce que le ministre Cissé Bakongo avait déjà commencé. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui étaient déjà prévues. Le quartier campement, dans le cadre d'un programme présidentiel d'urgence, déjà à l'époque, va bénéficier de 35 milliards d'investissements. En temps de pluie, ces populations sont confrontées à plusieurs difficultés. Cet état de fait sera bientôt un lointain souvenir. Dans le sud de Comoé, plus précisément, des femmes, allons-y à Dimbokro, des femmes transforment le manioc et les graines de palme pour en faire des produits à forte valeur ajoutée. Attiéké, savon, huile, autant de produits qui leur permettent de gagner en autonomie et de dynamiser l'économie locale. Un bel exemple de résilience et d'initiative entrepreneuriale. On y va tout de suite à Dimbokro avec Eugène Atoubé. Ici, une unité de fabrique artisanale de savon appelée Kabakro, bien connue des populations en Côte d'Ivoire. La production est journalière. L'œuvre des femmes, aidée par quelques hommes assurant des tâches spécialisées dans le processus de fabrication. Bienvenue à Diatokro, village de la région du Sud Komoué, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, le chef-lieu de région. Je paye huile rouge et puis je mets mettre au feu. Quand ça devient bon, donc après ça, je ramasse encore, je vais mettre dans l'autre barrique. Je mets payer soda. Je vais le mettre dans l'eau pendant 3 jours avec sel. Si je mélange pendant 3 jours, que c'est refroidi. Moi, mais je ne fais pas. Je prends les garçons pour venir faire. C'est eux qui mélangent et c'est eux qui font. Un barrique à 5 000. On fait la récolte chaque fin de mois. Donc maintenant, les femmes sont ramassées, on leur donne les graines. Pour faire savon, on ne leur donne pas le régime. On leur donne les graines. Puis on laisse, quand c'est bien mûr là, c'est les graines qui tombent. Les graines de palme, élément essentiel de la fabrication du savon Kabakro. Si les femmes n'en sont pas les productrices, elles s'illustrent dans sa transformation. Elles produisent en moyenne 30 tonnes de savon par mois, exportées vers les pays de la sous-région, l'équivalent d'un camion remorque. Aujourd'hui, la commande a doublé. Parce qu'aux années antérieures, on faisait au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois un chargement. Mais aujourd'hui, on fait au moins 2 chargements par mois. À Diatokro, on fabrique du savon, mais pas que. Les femmes s'adonnent également à l'activité de transformation du manioc, tubercule à partir duquel on peut obtenir d'autres dérivés. Les gens payent pour faire gari, plakali, attiéké, akoumbe. D'autres même pour faire dokounou. On ménage avec maïs pour faire dokounou. Les femmes qui viennent payer avec nous, ils prennent ça à crédit. Souvent, pour avoir ton argent, même là, tu as des problèmes. C'est tôt le matin jusque tard dans la nuit et tous les jours que les femmes de Diatokro investissent le bord de la nationale A100 qui traverse le village de Naboisseau. C'est l'espace que leur a octroyé la chefferie de Diatokro pour transformer les graines de palme et le manioc. Un endroit que certains jeunes du village appellent ironiquement zone industrielle. C'est dans une dynamique de relèvement économique que chacune de ces femmes y trouve son compte. Chaque matin, on vient ici pour venir tailler manioc. Des fois, le couteau nous coupe, mais on travaille quand même. On est dessus. Si on gagne manioc, on épluche. Si on n'a pas gagné aussi, on s'en va à la maison.
Le manioc là, est trop cher. La cherté du manioc en cette période de raréfaction de ce tubercule, objet de toutes les attentions, les transformatrices individuelles ou regroupées en coopérative, à l'exemple de l'Anaya de Diatokro, en subissent l'effet. Il faut débourser entre 235 et 260 000 francs CFA pour un chargement de bâcher, 70 000 francs CFA pour celui d'un tricycle. Quand on y ajoute la paye des journalières, comme les éplucheuses, les laveuses de manioc, sans compter le prix du broyage, selon les transformatrices, cela explique aujourd'hui pourquoi les produits dérivés du manioc sont devenus chers, à commencer par la pâte. Non, c'est pas facile même, parce que le manioc est trop cher. On n'a pas les moyens pour travailler. Elle ne se décourage pas pour autant. Les femmes transformatrices du Diatokro, de vraies battantes pour qui toute difficulté est un défi. Aujourd'hui, elles ont fait leur preuve et envisagent d'aller encore plus loin. Nous voulons un financement pour créer une chaîne de valeur pour le Plakali, même pour le savon Kawakou. Parce qu'actuellement, nous travaillons archaïquement, avec nos forces. Nous les soutenons, les encadrons. L'exemple de Diatokro a inspiré. Elles envoient le Plakali au Sénégal, le Kawakourou au Burkina. Or, le Garba que les femmes font, ça ne peut pas être exporté. Parce que quand on veut exporter, il faut vraiment avoir du matériel adéquat pour pouvoir sécher la tchéké. Ayeno, un village voisin, dans le domaine de la tchéké, veut être ce qu'est Diatokro en matière de production de savon kabakro et de pâte de manioc. Une ambition qui passe par le regroupement de productrices en coopérative pour un meilleur écoulement de leur attiqué. Transformation du manioc, la résilience à toute épreuve. Nous sommes tout à fait à Diatokro et non Dimbokro. Diatokro, donc dans le département d'Aboasso, région du Sud Comoé. Un reportage de Jenna Toubé. Face au chômage, l'entrepreneuriat s'impose comme une alternative crédible. L'association des élèves et étudiants du département de Tengrela initie une formation à Adjamé, ici à Abidjan, pour outiller ses membres au rudiment de la création d'entreprises, une stratégie pour transformer ces jeunes en champions nationaux de l'auto-emploi. Reportage Julien Gogo et Abou Sanogo. Ils sont une cinquantaine de jeunes, tous issus de l'association des élèves et étudiants du département de Tengrela. Ils bénéficient d'une formation en entrepreneuriat. Cela commence d'abord par le choix d'une idée, la meilleure des idées pour laquelle tu as des compétences, l'idée pour laquelle tu as les ressources, l'idée pour laquelle tu maîtrises l'environnement. Pour pouvoir sauver la jeunesse du chômage. Aujourd'hui, l'État ne peut pas employer tout le monde. Si nous devons participer au développement du pays, il faudrait que nous, en tant que jeunes, on commence à prendre des initiatives. Outillés à relever le défi de l'auto-emploi pour le développement de leur département, ces jeunes s'engagent à valoriser les acquis de cette formation. Nous avons l'idée d'entreprendre, mais on n'a pas l'information. Et avec cette conférence, on a vraiment beaucoup appris. Comment est-ce qu'il faut débuter l'activité? Quelles sont les différentes étapes à suivre pour être un bon entrepreneur et réussir son activité? Chaque année, c'est des milliers de diplômés qui sortent des universités et grandes écoles. Et donc, en organisant une telle initiative, nous pensons que c'est une alternative crédible afin de répondre donc, aux besoins de l'insertion de nos jeunes diplômés donc, du département de Tengrela. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc la formation est importante et aussi il faut avoir du temps. Cette initiative de l'association des élèves et étudiants du département de Tengrela, qui est à sa 4e édition, bénéficie de l'appui des cadres du département de Tengrela. Et dans la commune de Grand Bassam, la vie scolaire a pris une nouvelle dimension avec la célébration de la journée du bien-être, une journée dédiée à la sensibilisation des élèves et de la communauté éducative aux enjeux de l'épanouissement social et de la réussite scolaire. Organisée par le service de la vie scolaire de l'enseignement primaire et préscolaire de la commune, cette journée a réuni de nombreux élèves autour de diverses activités allant de la coiffure au planting d'arbres. Grand Bassam, ville historique et touristique de Côte d'Ivoire, prône le bien-être des élèves du scolaire et du préscolaire.
Dans cet établissement, c'est jour de vie scolaire, une journée pour permettre aux élèves de s'évader à travers des activités ludiques. Les élèves, au nombre de 100, découvrent les ateliers de couture, de coiffure, d'hygiène corporelle et de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore à travers le planting d'arbres. J'ai aimé planter arbres, c'était pas difficile. Je vais le chasser, je dois déchirer un bas et je le mets dans le trou et puis je ferme et j'arrose. Nous avons entrepris ces actions-là en faveur des enfants parce que si ces enfants-là sont formés dès les petites classes à la protection de tout ce qui est ressources naturelles, ils grandissent avec ces notions-là et c'est plus facile lorsqu'ils deviennent adultes. Initiée par le service vie scolaire de l'enseignement primaire et préscolaire de Grand Bassam, cette journée a pour thème bien-être social et réussite scolaire. Cette journée visait un double objectif. Premièrement, c'était d'apporter un peu de bien-être, de sourire aux enfants à travers les activités. Et dans un second temps, permettre aux enfants d'acquérir des compétences. La journée du bien-être social bénéficie du soutien de l'ONG Maison d'Espoir, une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis 2020 à l'éducation pour tous. À travers cette activité, nous comprenons que la réussite scolaire n'est pas basée seulement sur ce que nous apprenons dans les salles de classe, mais il y a aussi l'environnement qui y concourt. Avec les plantings d'arbres qui ont été effectués, les rafistolages des tenues scolaires, les coupes des cheveux des enfants, tout ça permet aux enfants d'être confiants. Et quand un enfant est confiant, forcément, cela a une répercussion, on va dire positive, sur le résultat scolaire. Le service vie scolaire de Grand Bassam s'est fixé pour mission principale l'épanouissement et la réussite scolaire des élèves. C'est David Soyo qui nous plongeait dans cette initiative enrichissante. Le dimanche 2 février 2025, un hommage particulier a été rendu aux retraités de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville. L'association Vie Montante Internationale, mouvement catholique des retraités et du troisième âge, a organisé une cérémonie en leur honneur pour célébrer ceux qui ont œuvré pour le développement de l'Église et la promotion de l'Évangile au sein de la communauté. Aurore Bobia, Jean-Marc Djadji et Ami Sangaré nous partagent cette journée pleine d'émotions. C'est la 6e année que la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville célèbre les retraités et personnes du troisième âge. Une messe est donc initiée pour honorer ces bâtisseurs de foi qui auront marqué l'histoire de cette communauté chrétienne catholique. Aujourd'hui, nous sommes venus magnifier Dieu. Et c'est une très belle fête. Ne soyons pas ingrats, il faut remercier Dieu, il faut remercier n'importe qui te fait du bien, dis-lui merci. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dire merci à Dieu pour nous avoir donné cet âge-là. Aujourd'hui, je voudrais rendre encore grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs membres de la Vie Montante parce que ce n'était pas évident que nous soyons aussi nombreux. L'association des retraités de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville compte aujourd'hui plus de 150 membres. Elle a été initiée par Monseigneur Emmanuel Zabsonré, qui est le curé de ladite paroisse. Je vous le disais au sommaire, au Mali, un convoi civil escorté par des militaires et des mercenaires russes du groupe Wagner a été visé par des hommes armés sur la route qui relie Gao à Assongo dans le nord du pays. C'était vendredi. L'attaque a fait au moins 32 morts selon un bilan provisoire communiqué par des sources locales. L'attaque s'est produite près du village de Kobe à 35 km de Gao. Des hommes armés ont donc surgi des deux côtés de la route, ouvrant le feu sur le convoi sans faire de distinction. Alors que les combats ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires, 5 camions ont été également détruits. Les autres véhicules ont pu rebrousser chemin. Dans un communiqué publié hier samedi, donc, l'état-major général des armées l'attribue de son côté à un groupe de plusieurs terroristes. Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire préféré. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est M. Bessoro, président du conseil d'administration de l'interprofession agricole de l'Anacard. Monsieur le PCA, ensemble, on va suivre ce petit élément vidéo. Merci. Grâce aux conditions climatiques favorables, la noix de cajou est devenue l'un des produits phares de l'agriculture ivoirienne, avec une production avoisinant les 1,3 million de tonnes et 265 000 tonnes d'amandes. Malgré ces performances, la filière fait face à d'importants défis. Parmi les principaux défis, la productivité des exploitations. Les rendements restent encore faibles et il y a urgence à améliorer la qualité des noix
afin de garantir de meilleurs prix aux producteurs. Surtout que l'épineuse question de la fuite des noix de cajou semble liée à la faiblesse des prix pratiqués au bord champ. Un autre défi de taille concerne la transformation locale des noix de cajou. Pour 2024, seulement 23% de la production nationale ont été transformés sur place. En outre, la valorisation de la pomme de cajou, qui représente 90% de la production de l'arbre, reste largement sous-exploitée. Des produits tels que le vinaigre, la confiture, le jus ou encore la liqueur à base de pommes de cajou sont des leviers stratégiques en raison du potentiel économique important, mais nécessitent des investissements dans la transformation. Malgré ces nombreux défis, les perspectives restent prometteuses. Les chercheurs ont déjà identifié les principales maladies et insectes nuisibles, ce qui devrait permettre de mieux accompagner les producteurs. C'est un document donc signé Lanciné Bakayoko du service économie de la rédaction. Monsieur Bessoro, président donc du conseil d'administration de l'OIA, à l'aube de cette campagne 2025, vous pouvez nous faire l'état des lieux de la filière anacarde en Côte d'Ivoire? Merci Monsieur Diaby. Je voudrais avant tout propos dire merci à son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République, au nom de l'ensemble des acteurs de la filière anacarde, pour sa politique favorable à l'ensemble des filières agricoles, en général et en particulier celle de l'anacarde. Je voudrais aussi reconnaître le gros travail qui a été abattu et qui continue d'être fait d'ailleurs par le ministre d'État, M. Adjumani Kwasi Kobina, sans oublier la bonne disponibilité et les actions du directeur général du Conseil coton anacarde pour la bonne marche de notre filière. Alors il faut dire que la campagne 2025, la campagne de commercialisation de l'anacarde, a été lancée lors des journées qui ont été dédiées, on va dire, à la célébration du producteur du coton de l'anacarde. Le JNPCA. Le JNPCA. Et c'est lors de ces journées que le prix a été annoncé, le prix de 425, qui montre une hausse de plus de 54% par rapport à la campagne précédente. Donc, pour dire qu'il y a quand même des exploits. Le problème, il reste maintenant à voir comment est-ce qu'il faut faire respecter ce prix sur le terrain, comparativement à ce que vous savez concernant les autres produits. Mais 425 francs CFA, comment le prix a été fixé? Puis c'est quoi les critères? Quels sont les critères qui entrent en jeu dans la fixation du prix plancher? D'abord, il faut rappeler que le mécanisme de fixation du prix, c'est un exercice auquel notre interprofession a participé. Alors ce mécanisme de fixation de prix, encore appelé matrice, tire ses fondements du marché international qui a essentiellement deux éléments clés, on va dire deux paramètres clés qui sont le prix CAF de référence et la devise qui est le dollar. Ces paramètres qui constituent, on va dire, la base de calcul de la détermination du prix bord champ sont, comme je le dis, le prix CAF de référence et la devise en dollars. Le dollar. Le dollar. Donc on pourrait dire que le prix bord champ qui découle de ce calcul découle directement des différentes positions de notre cycle d'exploitation, notre cycle de commercialisation, que sont la position FOB, c'est-à-dire Free on Board, la position magasin portuaire et la position magasin intérieur. Donc on dirait que le prix bord champ est la résultante du prix CAF de référence en francs CFA et les charges d'exploitation, y compris la rémunération de tous les intervenants dans le cycle de commercialisation, sans oublier la fiscalité qui est moins significative, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et également la parafiscalité qui vient, on va dire, soutenir la durabilité de notre filière. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi il y a une différence de prix, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana voisin. D'accord. La différence de prix, il faut noter que déjà, j'ai parlé de la notion de qualité. Sur le marché international, c'est vrai que c'est la demande contre l'offre, mais il y a un facteur déterminant qui est la qualité. Du produit. La qualité du produit, donc de nos noix sur le marché international. Ça définit le prix CAF de référence Côte d'Ivoire. Chaque pays a son prix CAF de référence en fonction de la moyenne de la qualité qu'il met comme produit à marchand sur le marché international. Quand nous prenons un peu le cas de la Côte d'Ivoire qui a une moyenne de KOA, c'est-à-dire un taux d'amande de 46 comparativement au Ghana qui est à 51, 52 comme moyenne de qualité, ou avec le prix CAF de la Côte d'Ivoire, il y a une différence d'infériorité par rapport au prix CAF du Ghana. C'est vrai qu'on dit que
le meilleur engrais pour un producteur, c'est le prix. Malheureusement, dans notre cas, le prix est lié à la qualité. Donc la qualité devient pour nous un élément majeur. Et en plus de cet élément majeur qui est la qualité, il ne faut pas manquer de noter qu'en Côte d'Ivoire, le volume de production est assez important. Le volume de la production est d'1 200 000 tonnes. On est premier producteur. Oui, qui hisse la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial. Laissez largement derrière lui le Ghana, qui est à peine 15% de notre production. 15% de notre production, vous voyez que l'écart est énorme. Est-ce qu'il faut entendre que nous avons la meilleure qualité de noix de cajou? On ne dira pas que nous avons la meilleure noix de cajou sur le marché, puisqu'il y a le volume qui compte aussi. Et donc, il faut mettre une politique, il faut déployer une politique assez plus accentuée sur la qualité. Peut-être qu'on va en parler plus tard concernant la qualité, quelles sont les conditions. Mais est-ce qu'il est envisageable, monsieur le PCA, est-ce qu'il est envisageable d'harmoniser les prix en Afrique, les prix dans la sous-région? Oui, je dirais que cela est possible à partir du moment que les pays producteurs se sont mis ensemble à travers le Conseil international du consultatif du cajou qu'on appelle le CICC. Je pense que c'est une possibilité de se voir ensemble et peut-être prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir harmoniser, on va dire, les politiques de la filière dans chaque pays. Mais est-ce que ça ne peut pas être difficile si la qualité des produits ne sont pas les mêmes justement dans ces pays-là? Mais la qualité, comme on le dit, comparativement à la devise qu'on ne maîtrise pas sur le marché international, la qualité, c'est une affaire de soi-même. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut travailler sur la qualité. Pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Nous-mêmes, on peut travailler à fond sur la qualité, que ce soit les acteurs, que ce soit le Conseil côtoie en cadre et toutes les structures qui interviennent. D'accord. Et puis, quelles sont les mesures que vous avez mises, les mesures que vous mettez en place pour que le prix qui a été fixé, le prix plancher de 425, soit effectivement respecté par l'ensemble des producteurs? C'est vrai, la notion de prix plancher qui est l'équivalent du prix minimum garanti, c'est ça. Il serait difficile de parler de prix minimum garanti ou bien de prix plancher en l'absence d'un mécanisme de stabilisation, de régulation ou encore de garantie. Les années antérieures, c'était difficile, mais cette année, avec, on va dire, les efforts qui ont été déployés par le Conseil côtoie en cadre, qui a instauré un système de régulation à travers la mise en place d'un fonds, comme un appui à la commercialisation, qui permet à l'ensemble des acteurs au bord champ de pouvoir enlever les stocks entre les mains des producteurs. Donc désormais, on pourrait parler de respect des prix planchers parce que l'outil ou bien le système qui a été mis en place par le Conseil nous permet d'accompagner la commercialisation. Et les coopératives, les organisations des acteurs, ils jouent un rôle majeur également. Également, au niveau de la sensibilisation, surtout, et l'enlèvement des stocks. Pour la régulation des prix. Et c'est quoi les sanctions? Si sanctions il y a, c'est quoi les sanctions qui sont prévues à l'encontre donc de ceux qui ne respecteront pas ce qui est en vigueur? Déjà, il faut rappeler que pour être habilité à faire le métier d'acheteur, il faut déjà que vous soyez agréé par le régulateur qui est le Conseil côtoie en cadre. Dès lors que vous n'êtes pas agréé, que vous adonnez à ce métier, vous êtes frappé par des sanctions. Au-delà de ça, ceux qui détiennent l'agrément, qui s'adonnent aux pratiques de paiement ou bien d'achat du produit en dessous du prix plancher, seront exposés aux sanctions comme le retrait de leur agrément, et il y a d'autres sanctions aussi qui sont prévues par la loi. Dites-nous, pourquoi il y a fuite des noix de cajou de Côte d'Ivoire vers les pays voisins, notamment le Ghana, le Burkina aussi, non? Le Burkina Faso. Pourquoi nos producteurs préfèrent y aller avec nos productions? C'est un mal, malheureusement, on est obligé d'en parler. C'est un mal, c'est vrai qu'on dirait que c'est le producteur, mais c'est parce qu'il y a des acheteurs véreux, il y a des opérateurs véreux qui sont à la chasse perpétuelle de la marge, qui font un transfert illicite de nos richesses vers les pays voisins, qui s'adonnent à ce métier. Sinon, aujourd'hui, quand j'ai parlé tout à l'heure de deux notions, à savoir la qualité et puis la devise, mais à ça, il faut ajouter la politique du pays, la politique de la durabilité surtout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui produit plus d'1 million de tonnes de noix brutes ne peut pas se comparer ou bien ne devrait pas avoir la même politique qu'un pays comme le Ghana qui a à peine 15% de notre production. La Côte d'Ivoire a beaucoup à perdre si, par exemple, la filière ANACAD arrivait à avoir un mal. Donc, il se doit de se sécuriser. Et c'est pour ça que le gouvernement ivoirien a déployé une politique de durabilité lors des réformes de 2013 qui sont axées, on va dire, sur 3 gros points. La production en termes de productivité et de qualité. Il y a également la transformation qui est aussi un élément créateur de valeur ajoutée, donc des richesses, qui répond également aussi à la question d'employabilité. Aussi un élément de régulation du marché intérieur. Il y a également la structuration de la filière qui est financée par la filière elle-même pour la rendre plus compétitive sur le marché international. Sans oublier aussi que la filière
contribue à l'amélioration des conditions de vie et du travail des communautés productrices dans les zones de production par les investissements en milieu de zones de production, malgré les gros efforts qui sont déployés par l'État de Côte d'Ivoire que je salue au passage. Et justement, c'est quoi les impacts de ces fuites-là, de cette fuite des noix de cajou vers les pays voisins sur l'économie ivoirienne? Quels peuvent être les impacts? Moi, je ne me limiterai pas à l'économie. D'accord. Sur la filière. Sur la filière, à commencer par le producteur lui-même. D'accord. Vous voyez, la voie autorisée normale, on va dire, la voie autorisée pour l'exportation de nos noix brutes, c'est la voie portuaire. Donc la voie terrestre, elle est interdite. Dès lors qu'un kilogramme de noix brutes sort de notre pays, de notre territoire, par voie terrestre, échappe à l'assiette fiscale. Parce qu'il faut rappeler ici que l'assiette fiscale sur laquelle on collecte toutes les recettes, c'est le volume de noix brutes exportées, effectivement exportées donc via le port. Donc, quand 1 kg de noix brutes échappe à cette voie, du coup, il y a un manque à gagner au niveau de l'économie de la Côte d'Ivoire. Il y a un manque à gagner en termes de positionnement de la Côte d'Ivoire pour son premier rang de producteur mondial. Mais pour le producteur, comme je le disais, la filière contribue à améliorer ses conditions de vie. Mais la filière collecte ou bien capte ses recettes où? Sur les exportations. Donc, quand il y a une sortie illicite, du coup, ça peut fragiliser, on va dire, la filière à soutenir, on va dire, les producteurs. Donc, eux aussi, ils sont désavantagés. Alors, d'accord, au regard de tout ça, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour limiter ce phénomène? Je pense que les solutions, à mon avis, sont très simples. Nous avons des éléments sur lesquels on ne peut pas agir, malheureusement. Par contre, il y a certains éléments qui dépendent de nous. Ça dépend de la volonté de l'ensemble des acteurs. Les acteurs, y compris les institutions comme le FICA, le Conseil côtois ANACAD, devraient se mettre ensemble pour multiplier les actions de sorte à pouvoir renforcer notre position en termes de prix CAF de référence Côte d'Ivoire par l'amélioration de la qualité. Donc, il faut, on va dire, multiplier les actions pour améliorer la qualité de notre produit de sorte à pouvoir la rendre plus compétitive par rapport aux autres pays. En dehors de ça, il y a la répression aussi, ça c'est du côté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de renforcer la répression à travers le contrôle au niveau des frontières. Sans oublier aussi que les pays producteurs d'ANACAD qui se retrouvent au sein du CICC peuvent aussi prendre des mesures qui vont contre cette fraude. Et vous aussi, vous pouvez aider l'État en tant qu'acteur majeur dans... Notre effort se limiterait à la sensibilisation, mais nous ne pouvons pas faire la répression. D'accord. Et le niveau actuel de transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, c'est lequel? Alors, il faut dire, tout à l'heure, dans votre élément, j'ai cru entendre 26% de niveau de transformation en 2024. C'est plutôt 36,42% de produits transformés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais... de 344 000 tonnes. Vous songez à l'améliorer. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour y arriver? Pour l'améliorer, déjà, il faut tenir compte de la capacité des installations actuelles en Côte d'Ivoire. Sur 2025, il y a une projection de plus de 400 000 tonnes à transformer localement. Voilà. Donc déjà, il faut que l'État de Côte d'Ivoire continue de renforcer, on va dire, la politique de la transformation en soutenant davantage les acteurs qui sont convertis en transformateurs. Il faut également aussi aider l'ensemble des transformateurs, surtout les nationaux, à avoir accès au financement à coût réduit et puis surtout le transfert de la technologie, parce que la technologie de pointe, elle n'est pas faite localement, elle est importée. Donc du coup, un transformateur ivoirien serait peu compétitif par rapport à un transformateur vietnamien où la technologie est beaucoup plus développée. D'accord. Et comment inciter les producteurs, les investisseurs justement à privilégier la transformation locale plutôt que l'exportation brute? Déjà, comme je le disais, l'État fait déjà beaucoup au niveau des mesures incitatives à la transformation avec les avantages qu'on a sur le plan administratif comme fiscal. Mais en dehors de ça, il y a le Conseil côtois ANACAD qui accompagne les transformateurs de sorte à mettre en place un système qui puisse leur permettre d'avoir accès au financement pour couvrir leur sourcing. En dehors de ça, il faut que nous-mêmes nous travaillions à aider les transformateurs à améliorer leur capacité en termes de renforcement des capacités, bien sûr, au niveau de la maîtrise des coûts de production qui interviennent beaucoup. D'accord. Il y a la fixation du prix qui est importante. 425, c'est beaucoup, c'est à saluer. Mais outre cette fixation de prix, il y a quelle autre stratégie? Qu'est-ce qui est mis en œuvre encore à votre niveau pour améliorer les revenus, justement, des producteurs? Qu'est-ce que vous faites pour que les producteurs de Côte d'Ivoire se sentent bien? C'est vrai, il y a le prix, mais comme je le disais, il faut aussi travailler sur la production en termes de productivité.
en termes de productivité. Donc, vous les y aidez? Est-ce qu'ils bénéficient de formation? Qu'est-ce que vous faites pour les producteurs? Oui, justement, sur l'année 2025, ça, c'est des projections qui sont prévues sur 2025. Il y a le Conseil Coton Anacar, naturellement, avec l'appui, sinon l'assistance de notre interprofession, qui travaille à mettre en place un système qui puisse permettre à l'ensemble des acteurs, sinon les producteurs qui ont des vergers vieillissants, à leur réhabilitation. Il y a cela qui est prévu pour 2025. D'accord. Et puis, il y a l'identification des producteurs qui est prévue aussi. C'est dans quel intérêt? L'identification, ça, c'est dans l'intérêt de pouvoir, on va dire, renforcer notre compétitivité sur le marché international. Ça renforce aussi la structuration et ça permet la réalisation de plusieurs projets à la faveur des producteurs. D'accord. Il y a le recensement, la géolocalisation, tout ça. Justement, tout ça, on va dire l'identification, c'est la géolocalisation et le recensement des producteurs. Bien entendu. Merci beaucoup, M. Soro. Merci. Merci. Voilà, donc, un message donc aux producteurs, aux commerçants, aux consommateurs, c'est bien sûr, voilà, tout. D'accord. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs, des producteurs, pour dire que il faut que nous ayons une production de qualité. Parce que la qualité, une production de qualité garantit le revenu rémunérateur aux producteurs de façon durable. Ça permet aussi de pérenniser les exploitations des intermédiaires. Ça travaille à renforcer, on va dire, à consolider l'économie de Côte d'Ivoire, à positionner mieux la Côte d'Ivoire à l'international. Et en fin, ça profite à tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui vivent sur le territoire ivoirien. Merci beaucoup. Et donc, pour ça, il faut qu'on s'investisse aujourd'hui pour garantir demain. Merci, Président. Bessoro, président du conseil d'administration de l'OIA, l'organisation de l'interprofession agricole de l'anacarde, la filière anacarde en Côte d'Ivoire qui est à un taux décisif avec une production en constante évolution, en garantissant donc un prix équitable, en luttant contre la fuite des noix et en soutenant la transformation industrielle. La Côte d'Ivoire peut consolider sa position de leader mondial, comme l'a dit le président Bessoro. Aux producteurs, aux investisseurs et aux consommateurs, l'engagement de chacun est essentiel pour bâtir une filière donc plus forte, plus inclusive, plus prospère. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne qui rassemble.